Bonjour. Merci. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin François Morin. Comme vous l'avez vu dans les notices qui vous ont été distribuées, il est professeur d'économie, professeur émérite d'économie à l'Université de Toulouse. Et à partir d'un état des lieux un peu en demi-teinte de la situation financière mondiale, il va nous aider à réfléchir sur la recherche d'alternatives à la crise. Est-ce que le ciel est complètement bouché et noir, ou est-ce qu'il y a des petits coins de ciel bleu? Il va nous le dire. Alors, pour ne pas trop empiéter sur son temps de parole, mais pour vous dire un petit peu d'où il parle, je voudrais le présenter simplement en 3 points. Alors, le premier point, c'est que pour lui, l'économie n'est pas une branche des mathématiques, c'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où on représente des courbes qui sont des fonctions d'offre et des fonctions de demande, dont l'intersection déterminerait un point d'équilibre. Mais au contraire, pour essayer de comprendre les rencontres économiques, il faut se mêler de savoir quelles sont les règles de l'échange. Donc il faut toucher au droit. Il faut essayer de repérer les rapports de force, donc toucher la politique. Essayer de comprendre un peu les comportements, donc toucher un peu la sociologie. Et en fait, l'économie, c'est vraiment une science sociale qui doit se construire en dialogue avec les autres sciences sociales. Le second point que je voulais présenter pour vous le présenter, c'était qu'il a toujours voulu réunir dans sa vie la réflexion et l'engagement dans la cité. Vous avez vu qu'il a exercé de nombreuses fonctions et, entre autres responsabilités, dans la foulée des nationalisations de 81, il a été secrétaire général du Haut Conseil du secteur public de 82 à 85 et il en est resté membre ensuite. Il a été membre du Conseil général de la Banque de France. Il en reste membre honoraire. Il a été administrateur à la Société aérospatiale, devenue Airbus, mais tout le monde le sait. Et il a été aussi membre du collège de la Commission de régulation de l'énergie. Donc il a mis les mains dans le cambouis du cambouis propre, mais quand même c'était... Et le troisième point, c'est que les phénomènes de pouvoir dans l'économie sont toujours au centre de sa réflexion et j'en veux pour preuve 3 ouvrages qui jalonnent un petit peu les nombreuses publications qu'il a effectuées. En début, dès les années 74-75, la structure financière du capitalisme français, c'est-à-dire qu'à partir de l'analyse de l'actionnariat des 200 plus grandes entreprises, il a essayé de voir comment la propriété des actions pouvait déterminer des modes de contrôle des sociétés. Le deuxième ouvrage, c'est le cœur financier européen, c'est-à-dire que les entreprises tissent des relations entre elles et forment des noyaux durs pour asseoir leur pouvoir. Et ça dépasse complètement, c'est transnational. Et le troisième point, c'est les derniers ouvrages sur l'hydre mondial, l'oligopole bancaire, c'est-à-dire que prenant acte de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire du décrochage des transactions financières par rapport aux achats de biens et services, il a essayé de montrer, il montre comment ces oligopoles bancaires prennent petit à petit le contrôle de l'ensemble de l'économie, faisant courir un risque qu'il appelle systémique sur l'ensemble de l'économie mondiale qui se terminerait dans une métamorphose malheureuse en
une grande saignée, qui est le titre d'un de ses derniers ouvrages. Alors, la grande saignée est-elle inéluctable ou y a-t-il des alternatives? Je lui laisse la parole pour présenter ces différents éléments. Merci. C'est surtout lui qu'il faut. Voilà. Eh bien, écoutez, d'abord, merci Yves de cette présentation très complète et, à mon sens, beaucoup trop élogieuse. Le film d'hier nous invitait, d'une certaine façon, à retomber sur terre. Et je crois que les propos que je vais vous tenir aujourd'hui vont aller peut-être malheureusement trop dans ce sens, puisque, en effet, comme le titre l'indique, je vais essayer devant vous, je vais essayer de tenter de vous dire dans quelle situation compliquée le monde se trouve aujourd'hui par rapport à de nombreux défis, et notamment le défi économique et financier en raison de l'instabilité de la sphère monétaire et financière actuelle à travers ses principaux acteurs. Alors, comme Yves vient de vous le dire aussi, je vais avoir une partie qui essaye de montrer quels sont les chemins par lesquels il faudrait passer pour peut-être ouvrir de nouvelles voies plus stabilisées, où l'on pourrait peut-être imaginer un nouvel humanisme par rapport aux défis qui actuellement sont très nombreux. Alors, comme je le disais à l'instant, je vous propose de commencer tout de suite en vous montrant que peut-être en effet, parmi les nombreux défis qui sont aujourd'hui parmi nous, que vous connaissez, sur lesquels je ne vais pas revenir en détail, puisque nous connaissons le panorama général des crises, des inégalités devant lesquelles nous sommes, même dans nos pays les plus riches. Mais il me semble que dans ce contexte un peu particulier, nous avons, comme c'est indiqué ici, avec les incertitudes qui concernent très précisément et très actuellement l'Europe et les questions soulevées par la Grèce, nous sommes devant des défis absolument majeurs. Et dans ces défis, il y a... je regarde parce que mon ordinateur ne m'indique rien sous les yeux, donc je suis obligé de me retourner pour que ça soit plus clair. Et non, parce que je n'ai pas de lumière suffisante pour que je puisse lire. Donc il y a un petit problème technique, mais oui, je n'arrive pas à lire. Il n'y a pas suffisamment de lumière. Si vous pouvez mettre de la lumière supplémentaire. Parce que je ne vois rien, moi. Excusez-moi, il y a un petit problème technique, sinon il faut que je me retourne en même temps que peut-être... j'espère que tout le monde voit ce qui a marqué sur... Vous voyez très bien, vous avez de la chance. Et si tu prends la lumière supplémentaire. Si tu prends le baladeur et que tu oui, peut-être. Je vais prendre le baladeur, comme ça sera plus simple. Et je vais me mettre sur le côté, le temps que peut-être sur l'ordinateur, on puisse... Alors là, vous allez trop vite. Voilà. Alors, voilà, j'ai présenté ici peut-être les différentes voies qui pourraient se présenter si on voulait peut-être en effet sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Je l'indique rapidement, l'économie sociale ou solidaire, ce sont des voies bien sûr qui aujourd'hui s'ouvrent devant nous, mais probablement sur les questions monétaires ou internationales, probablement il faudra aller beaucoup plus loin pour peut-être ouvrir des chemins crédibles sur notre avenir. Oui, tu peux passer peut-être à la planche suivante. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui devant vous, rapidement, c'est d'abord essayer de vous démontrer le point focal sur lequel peut-être les contradictions sont sans doute les plus importantes dans ce contexte très difficile dans lequel nous nous trouvons. C'est qu'est-ce qui déstabilise finalement notre planète sur le plan économique et financier, et donc avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan social et politique. Eh bien, probablement, depuis le milieu des années 90, le fait qu'il y a de nouvelles puissances qui se sont constituées, qui affirment dorénavant, surtout depuis le milieu des années 2000, leur pouvoir sur la planète. Il s'agit des plus grandes banques mondiales, ce qu'on appelle les banques systémiques,
qui ont été à l'origine de la dernière crise financière et qui aujourd'hui, par leur comportement, qui n'a pas été fondamentalement changé malheureusement, risquent de nous amener devant un nouveau cataclysme financier, puisque toutes les conditions en effet aujourd'hui sont réunies pour qu'un tel avènement puisse survenir. Alors ensuite, évidemment, la seconde partie va revenir sur ce scénario qui nous attend, le nouveau cataclysme financier. Beaucoup y croient, et personnellement, je pense que c'est malheureusement le scénario le plus probable, ou bien essayons de créer des conditions pour que celui-ci n'arrive pas. Alors, ma première partie consiste évidemment à revenir sur l'état des lieux, à essayer de comprendre ce qui s'est passé ces dernières années et comprendre la situation précisément dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, notamment en Europe, mais la situation n'est pas, comme vous allez le voir, uniquement européenne, elle est beaucoup plus large. Et donc, revenir peut-être sur ce qui s'est passé en 2007-2008, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas, parce que tout le monde maintenant sait à peu près ce qui s'est passé, simplement l'analyse peut différer d'un point de vue ou de l'autre. Ensuite, vous montrez peut-être la situation dans laquelle on était juste avant cette crise, l'hypertrophie de la sphère financière par rapport à l'économie réelle, puisque ce sont des expressions qu'on utilise maintenant. Ensuite, peut-être prendre du recul par rapport à cette crise, essayer de comprendre les causes profondes de cette crise, causes qui sont toujours là, qu'on n'a pas éliminées, malheureusement. Montrer que, comme je le disais à l'instant, que dans ces crises s'est forgé un oligopole, alors voilà, j'ai employé un gros mot là, un oligopole bancaire, c'est-à-dire une structure de marché ou de mine de très grandes banques par rapport à une multitude de petites banques. Il y a à peu près aujourd'hui dans le monde 40 000 banques. Eh bien, il y en a 28 qui émergent avec une puissance, vous allez voir, complètement démesurée. Et au bout du compte, ça sera un des propos conducifs de mon exposé, on peut dire, mais je vais trop vite en le disant maintenant, que les États sont devenus les otages de cet oligopole. Voilà, donc c'est pour ça que je ferai un focus dans cette partie-là sur ce que j'appelle l'hydre mondial, qui est au cœur de la crise, qui est le titre du dernier ouvrage que j'ai sorti il y a quelques semaines. Et nous verrons que les situations de surendettement dont on parle beaucoup aujourd'hui à propos de la Grèce, mais aussi de plusieurs pays européens, c'est une situation en fait qui est beaucoup plus globale à l'échelle internationale. Ça touche aussi les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, etc. Situation qui est tout à fait explosive, évidemment, pour notre avenir, même assez proche. Voilà, alors rapidement, je développe ces points. Sur le premier point, le choc de 2007-2008, je serai extrêmement bref. Je rappellerai simplement, pour la cohérence de mon propos, mais rapidement encore une fois, ce qui s'est passé en 2007 et 2008. La crise, elle a été provoquée par des choses qu'on a assez bien analysées maintenant. Hein. Il y a eu un double choc. D'une part, aux États-Unis, ce qu'on appelle un relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales et sur les marchés, ce qui fait que les ménages américains les plus fragiles, qui avaient contracté des prêts à taux variables, se sont trouvés étranglés par ces taux d'intérêt qui ont monté. Ça, je crois que tout le monde peut le comprendre, ce n'est pas de l'économie mathématique de haute volée. Et ensuite, il y a eu un deuxième choc pratiquement simultané, c'est la baisse des prix du marché de l'immobilier. Autrement dit, les crédits que les banques avaient pu accorder, d'un seul coup, sont devenus toxiques, en quelque sorte, n'avaient plus beaucoup de valeur, puisque les prix de l'immobilier se sont effondrés. Et les banques qui pouvaient espérer se rattraper sur la bête, en quelque sorte, eh bien, n'ont pas pu le faire vraiment. Et bon, si ça s'était limité qu'à cela, finalement, le phénomène aurait été relativement limité. Mais le problème, c'est que ces créances, ces crédits sur des maisons que des ménages très fragilisés américains avaient pu acheter, parce qu'à l'époque, les taux d'intérêt en 2002-2003 étaient de l'ordre de 1 à 2%. Eh bien, ces crédits, malheureusement, avaient été entre-temps titrisés.
C'est-à-dire, on avait pris ces crédits, on les avait transformés en titres financiers qu'on pouvait vendre sur les marchés financiers. Vous voyez, normalement, quand on fait un crédit, votre crédit ne se balade pas sur les marchés financiers. Un crédit immobilier, vous l'avez, la banque est votre créditeur, votre créancier, vous êtes endetté, mais votre crédit, il est entre vous et votre banque. Mais là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les crédits ont été transformés en titres financiers, en obligations exactement financières, et ces obligations ont été répandues dans le monde entier, et toutes les grandes banques en avaient acheté. Et quand les crédits deviennent toxiques, fin 2006, début 2007, eh bien, les titres financiers représentatifs de ces crédits deviennent eux aussi toxiques. Voilà. Et alors, le problème, c'est que ce marché immobilier qui représentait 400 milliards de dollars à peu près aux États-Unis, en fait, a eu un impact de l'ordre de, écoutez bien le chiffre, non pas de 400 milliards, mais de 21 000 milliards. Pourquoi ? Parce que eh bien, les financiers qui sont très ingénieux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les titres financiers représentatifs ? Ils les ont mélangés avec d'autres titres financiers pour en faire de nouveaux titres financiers, vous voyez, dans les mécanismes de poupée russe. Et donc, on mélangeait des titres représentatifs des crédits subprimes avec d'autres titres financiers pour former de nouveaux titres financiers. Vous voyez. Et alors, donc, à partir de 400, on est arrivé à 21 000. Et donc, ce qu'on a appelé les CDO, hein, c'est marqué ici, les Collateral Debt Obligations, c'est des produits structurés, des produits financiers, finalement, qu'on appelle aussi dérivés. Eh bien, ces produits financiers dérivés avaient une valeur qui avait atteint ces sommets-là. Et comme toutes les grandes banques, notamment, en avaient acheté parce que c'était des produits assez rentables, lorsque leur valeur s'était écroulée, naturellement, ces grandes banques ont toutes été en difficulté. Même les banques chinoises, les banques japonaises, les banques françaises, etc. D'où la crise bancaire qui s'est transformée en crise du crédit sur les marchés interbancaires, en crise économique, et puis finalement avec de la récession, du chômage supplémentaire. Ensuite, vous connaissez le scénario. Voilà, alors on va passer à la suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même, on va essayer de remonter les causes de cette crise, parce que ces causes sont toujours à l'œuvre. Et si on prend la situation, alors je ne sais pas, au fond, sans doute vous n'arrivez pas à lire les chiffres. Si, quand même. Waouh. Non, oui, non, bon. Bon, je vois qu'il y a un peu de mouvement. On n'a pas tous forcément de très bons yeux à nos âges, n'est-ce pas? Alors, je résume. On oppose, ça c'est un tableau que j'ai publié dès 2007-2008, mais j'en avais construit d'identique avant, en 2005-2006, qui montrait déjà l'extraordinaire complexité des transactions internationales si on distinguait ce qu'on appelle depuis l'économie financière de l'économie réelle. Vous voyez, c'est quelque chose que vous entendez de temps en temps, économie réelle, économie financière. Eh bien, l'économie réelle, elle figure avec ce chiffre ici, 54,3, ce sont des milliers de milliards de dollars. Il y a 12 zéros, si vous voulez, hein, en termes de dollars. Donc ça, c'est l'économie réelle. C'est le produit intérieur brut en 2007, c'est un flux de production de biens et de services durant l'année 2007, 54,3 milliers de milliards de dollars. L'économie réelle. Bien. Et alors, si on compare ce chiffre avec d'autres chiffres de transactions sur la même période, sur l'année 2007, dont on peut faire le total de façon cohérente, puisque le dernier chiffre qui est en bas du tableau, ici, c'est la somme des autres, et ce chiffre, on le mesure parfaitement à travers les systèmes de paiement et de règlement des banques centrales. Hein. Donc, voilà, on peut décomposer ce chiffre global, d'abord en économie réelle, c'est ce que je viens de dire, et puis, vous voyez, il y a des chiffres monstrueux au-dessus, hein. Marché d'échange, marché des produits dérivés. Tiens, j'ai déjà parlé des produits dérivés hein, tout à l'heure, hein, en parlant des CDO. Et alors là, vous avez des chiffres absolument extraordinaires, 940 milliers de milliards de dollars pour le marché d'échange, alors que le marché d'échange, c'est le marché des devises. Hein. C'est pour importer et exporter des biens ou des services. En 2007, c'était 15 téradollars ou 15 000 milliards de dollars, et non pas
940. Vous voyez, quand je parle marché des importations et des exportations de biens et de services, on est dans l'ordre d'un chiffre de 15. Mais le marché des devises, c'était 940, donc bien plus. Et quelle est la différence entre 940 et 15 ? C'est tout simplement à la fois de la spéculation et des produits dérivés sur le marché d'échange. Hein, il faut avoir conscience que déjà à l'époque, en 2007, on avait des chiffres absolument extraordinaires en matière de spéculation et de produits dérivés sur le marché d'échange. Je reviendrai sur les produits dérivés de marché d'échange pour vous préciser un peu de quoi il s'agit dans un instant. Et puis, il y a d'autres marchés dérivés qui concernent essentiellement les taux d'intérêt, puisque comme les taux d'intérêt, comme les taux de change sont des prix extraordinairement variables, qui varient à la milliseconde, eh bien, il faut se protéger des risques liés à ces variations. L'économie réelle a besoin de se protéger, les entreprises ont besoin de se protéger contre les risques liés à ces variations. Vous voyez, je suis un peu technique là. Hein. Je pense que vous commencez déjà peut-être un peu à flotter par rapport à ce que je raconte. Comme les monnaies. Hein ? Comme les monnaies. Oui, comme les monnaies. Oui. Bon. Alors, je vais reprendre mon souffle et je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est que les produits dérivés, parce que là, c'est quand même important, vous voyez. Parce que notre monde est en fait... c'est un monde de transactions financières où jouent ces produits dérivés de façon considérable. Tout à l'heure, Yves a bien voulu nous rappeler que j'ai été membre pendant 5 ans du conseil d'administration de l'aérospatiale, société mère d'Airbus. Et quand j'arrivais au conseil d'Airbus, le président me disait toujours « Monsieur Morin, dites-nous le dollar. » Et oui, parce qu'on vend les avions en dollars et les coûts, ils sont en euros. Et le taux de change euro-dollar, il varie comment aujourd'hui ? À la milliseconde, sur tous les points de la planète. On connaît à la milliseconde près le taux de change, mais il peut y avoir des fluctuations énormes. Et imaginez que le dollar s'effondre par rapport à l'euro. Les ventes qu'on fait à 3 ou 4 ans pour un avion, eh bien, peuvent se transformer très vite en pertes, tout simplement parce que le dollar s'est affaissé et que les coûts en euros, malheureusement, se sont élevés. Donc, une entreprise comme Airbus, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend des couvertures, des assurances pour connaître à l'avance son taux de change. Vous comprenez ? Alors, les banques disent, mais vous inquiétez pas, nous, on va vous offrir ces couvertures, c'est ce qu'on appelle les contrats à terme, hein, mais ça peut prendre d'autres formes que cela. Et le problème pour l'entreprise, c'est qu'effectivement, elle a besoin de prendre ces contrats à terme pour être sûre de connaître à l'avance son taux de change. Voilà, même chose, et c'est pire pour les taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt fluctuent également. Les entreprises s'endettent sur les marchés avec des taux d'intérêt variables, qui représentent des risques. Et ces taux d'intérêt, vous l'entendez en ce moment même à propos de la Grèce, ces taux d'intérêt, ils fluctuent à la milliseconde. Hein. Est-ce que ça monte ? Est-ce que ça baisse ? Et quand une entreprise veut financer ses investissements, si elle ne connaît pas à l'avance le coût de son financement d'investissement, ça peut être catastrophique. Donc, elle va prendre des assurances, des couvertures. Et ces assurances et couvertures, c'est ce qu'on appelle des produits dérivés. Donc, plus les prix fluctuent, plus il y a du risque dans les prix, plus il faut prendre des produits dérivés. D'où ces chiffres absolument gigantesques que vous voyez là, et qui n'existaient pas dans les années 70 au début des années 80. Pourquoi ? Parce que dans la période antérieure, avant les années 70, les taux de change et les taux d'intérêt étaient fixés par les États. On connaissait à l'avance les taux de change et les taux d'intérêt. Certes, il pouvait y avoir des dévaluations. Certes, la Banque centrale pouvait faire varier ses taux d'intérêt. Mais il y avait une visibilité pour le monde des entreprises. Il n'y avait pratiquement pas de couverture, sauf sur les matières premières. Bon, il y a un petit marché de couverture sur les matières premières, mais rien à voir avec ces données. Rien à voir. Alors, on va passer à la planche suivante. Alors, on déroule. Vas-y, tu déroules. Encore. Stop. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Vous voyez, marché d'échange, c'est la rubrique qui est en haut. À gauche, on a libéralisé le marché d'échange à partir du 15 août 1971. Ça a pris quelques années, avec ce qu'on appelle les accords de la Jamaïque. Donc, les taux de change qui étaient fixés
par les États, politiquement, je dirais, d'un seul coup, à partir du 15 août 1971 et dans les années qui ont suivi, sont devenus des prix de marché, soumis à la loi de l'offre et la demande. Et donc, voilà, on est toujours dans cette situation. Et donc, il y a des taux de change qui sont variables en permanence, comme on l'a dit. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui remonte à peu près 45 ans maintenant, dans lequel nous sommes. Ensuite, les marchés obligataires, marchés d'obligations. Tout à l'heure, j'ai parlé d'obligations. Vous vous rappelez, à propos des crédits subprime. Eh bien, les marchés obligataires ont été libéralisés aussi, en quelque sorte, durant les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit aux États, enfin, je m'exprimerai sur cette formule, si vous voulez, tout à l'heure, quand je dis on a dit aux États, qu'il fallait maintenant aussi libéraliser les taux d'intérêt. Et donc, ne plus financer leur déficit public par la planche à billets, mais en allant, comme n'importe quelle entreprise, sur les marchés financiers. On le voit bien pour la Grèce. La Grèce, elle ne peut plus aller sur les marchés financiers, c'est pour ça qu'elle fait appel à l'Union européenne ou à la Banque centrale européenne. Mais la Grèce n'a pas la capacité de produire ses propres billets, ses propres euros. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 70 et au début des années 80? On a eu l'idée géniale de dire maintenant c'est fini, il faut des gestions rigoureuses des finances publiques. Et donc, si l'État fait des déficits, il faut qu'il aille sur les marchés financiers et qu'il subisse en quelque sorte la loi de l'offre et la demande. Et s'il gère mal ses finances, les taux d'intérêt monteront, il faudra qu'il paye plus cher ceux qui voudront lui prêter de l'argent. Voilà, et donc les taux d'intérêt ont été à ce moment-là libéralisés, étant donné l'énormité de ce marché obligataire, et notamment de ce marché des dettes publiques qui a été généré par les déficits récurrents des États. Alors, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne ou en Europe, le mécanisme a été généralisé fin des années 80, fin des années 70, début des années 80. Donc vous voyez bien, double libéralisation. Taux de change, taux d'intérêt. On est sur des questions monétaires, là, des questions fondamentales. Taux de change, taux d'intérêt. Alors ensuite, assez logiquement, voilà, tu continues, stop, assez logiquement, a été créé dans la foulée ces marchés de produits dérivés qui expliquent le tableau précédent. Avec l'énormité des chiffres. C'est-à-dire que pour assurer la stabilité du système de l'économie réelle, des entreprises, il faut créer des produits dérivés qui leur permettent de connaître à l'avance des taux de change et des taux d'intérêt, puisque ceux-ci, ils varient à la milliseconde partout dans le monde. Donc, voilà. D'où les chiffres considérables qui n'arrêtent pas d'augmenter, du reste. Et évidemment, comme c'est des produits d'assurance, les banques, elles prennent leur commission, au passage, quand elles créent ces produits. Ce qu'on appelle les contrats à terme, les options, les varants, les swaps de taux d'intérêt, taux de change. Tout ça, c'est des produits dérivés. Les banques prélèvent à chaque fois leur dîme, si je puis dire, sur toutes ces opérations. Ensuite, alors voilà, la dernière grande libéralisation, la troisième, après les taux de change et les taux d'intérêt, c'est la libéralisation des mouvements de capitaux à l'échelle internationale. Les capitaux peuvent se balader à partir du milieu des années 90, ce n'est pas indiqué ici, milieu des années 90, c'est la libéralisation des mouvements de capitaux. Et c'est à ce moment-là, alors planche suivante, que les grandes banques vont être obligées de mettre leur dimension, leur taille, à la dimension de ces marchés qui deviennent d'un seul coup planétaires, globalisés. Le terme de globalisation financière date du milieu des années 90, avec la libéralisation des mouvements de capitaux sur l'ensemble des marchés. Et donc, voilà, on a, à partir de ce moment-là, constitution de très grandes banques, mais de banques gigantesques, nous allons le voir dans un instant, à cause de cette, finalement, triple libéralisation dont le point d'orgue a été la libéralisation des mouvements de capitaux. Alors, planche suivante. Alors, voilà les 28 banques systémiques
qui a été... on a une liste, et cette liste, elle est sortie du G20 de Cannes en 2011. C'est-à-dire que les grandes puissances ont finalement reconnu que certaines banques étaient suffisamment importantes, suffisamment grandes, que la chute de l'une d'entre elles pouvait provoquer un cataclysme mondial, comme ça a été le cas avec Lehman Brothers en 2008. Alors en 2011, il y a cette prise de conscience qu'on a affaire à de très très grandes banques. Donc là, ici, vous avez la liste de ces 28. Il y en a une qui a disparu, c'est Dexia, hein, qui est en banqueroute, là, comme vous le savez sans doute. Et donc, on était parti de 29, on en a encore 28. Planche suivante. Alors la répartition de ces banques, il y a 8 américaines, 3 japonaises et une chinoise, et le reste sont des banques européennes, dont 4 françaises. 4 également britanniques. Voilà, alors ensuite, planche suivante. Pour vous donner une première idée, mais ça c'est une faible idée, parce qu'en fait leur puissance est encore plus grande que ce tableau l'indique. Si on prend 2 chiffres comparables d'un point de vue économique, ce sont des stocks, là, ce ne sont pas des flux, ce sont des stocks. Si vous prenez la valeur de la dette publique de tous les États du monde, la dette publique mondiale. Vous avez un certain chiffre en milliards de dollars. Par exemple, en 2012, c'était 48 957 en milliards de dollars. Eh bien, si vous prenez ensuite les totaux de bilan de ces banques systémiques, de ces 28 banques, à la même date, là aussi c'est un stock, c'est une valeur qu'on mesure à un instant donné, eh bien on a un chiffre légèrement supérieur. Hein, exactement 50 341. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le titre l'indique. Hein, la dette publique mondiale aujourd'hui, dans la mesure où les États sont surendettés, et je vais y revenir, à cause de la crise, c'est plutôt une faiblesse de la part des États. Par contre, un total de bilan d'une grande banque, c'est quelque chose qui montre sa puissance, puisque c'est sa capacité à mobiliser des ressources à un moment donné pour les affecter à des emplois donnés. C'est vraiment un critère tout à fait classique pour une banque. Donc, d'un côté, faiblesse des États, de l'autre côté, évidemment, puissance de ces grandes banques. Vous voyez que ces 2 chiffres, ça ne veut pas dire qu'il faut nationaliser toutes ces banques systémiques, ça n'a rien à voir. Mais ces 2 chiffres montrent déjà la capacité d'intervention de ces banques dans l'échiquier mondial, dans l'échiquier financier et monétaire mondial. Alors ensuite, quelques données. Alors là, on est dans le bilan, et on va passer au hors-bilan. Alors, ici, là, vous ne pouvez pas lire les chiffres, parce qu'ils sont trop petits. Bon. Simplement, j'ai pris 3 pays en colonne. Alors, on va passer rapidement. Tu passes au deuxième tiers. Voilà, stop. On va arrêter là. J'ai pris pour chacun des pays, c'est-à-dire États-Unis, Grande-Bretagne et France, les principales banques systémiques de chacun de ces pays. JP Morgan pour les États-Unis, Barclays pour la Grande-Bretagne, BNP Paribas pour la France. Bon, des banques que vous connaissez sans doute. On a leur totaux de bilan ici qui figure. Si je prends la dernière colonne, la France, par exemple, seulement, ce tableau, il est dans mon dernier ouvrage. Si vous voulez regarder plus près. Merci. Vous me gênez beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis des petits chiffres, comme ça c'est une incitation, vous voyez ce que je veux dire. Alors, total de bilan, nous sommes en dollars, nous sommes en dollars et nous sommes en milliards de dollars. Total de bilan de BNP Paribas, 2480. Total de bilan. La dette publique française, c'est 2420. Vous voyez, 2420, 2490. La dette publique est plus faible que le total de bilan de BNP Paribas pour la France. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 3 autres banques systémiques en France. Il y en a 4. Donc vous voyez déjà un petit peu de quoi il s'agit. Alors si on prend maintenant le hors-bilan de BNP Paribas, je vais dire ce que c'est que le hors-bilan. Alors là, on tombe sur les fesses. Tombe sur les fesses, pardonnez-moi cette expression. BNP Paribas, c'est total de bilan 2490. Le hors-bilan, regardez le chiffre,
63 773. Le PIB français, c'est à peu près, aussi en dollars, méfiez-vous, hein, pas en euros, c'est à peu près 2400. 2400. Le PIB français. Production de biens et de services en France, en 2012. Là, regardez le chiffre. 63 773. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? C'est le montant des assurances, c'est le montant des couvertures de risques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les encours notionnels de produits dérivés de BNP Paribas. Et ce chiffre, il sert à quoi? À stabiliser, effectivement, l'horizon des entreprises en termes de taux d'intérêt d'abord et de taux de change ensuite. Voilà, on fait des assurances. BNP Paribas n'est pas une compagnie d'assurance, bien sûr, mais comme il s'agit de produits financiers sophistiqués, eh bien, ce sont les grandes banques. Il n'y en a que 14 banques dans le monde qui font des produits dérivés. 14 sur 40 000. D'accord? Eh bien, là, vous en avez 3. Alors, vous voyez, par exemple, si je prends les États-Unis, JP Morgan, il en fait quand même, il assure pour 69 500 milliards de dollars de produits dérivés. Grande-Bretagne, c'est 63 245 pour Barclays, et à peu près le même chiffre pour BNP Paribas. Donc, et c'est des chiffres qui n'existaient pas du tout au début des années 80. Vous voyez? Donc là, il faut avoir conscience de ces nouvelles réalités. On passe à la suite. Alors là, non. Là aussi, c'est une belle incitation pour... vous voyez ce que je veux dire? Ici, voyons. Ici, vous avez, au total, je crois, 14 banques. Bon. Ce qu'il faut comprendre dans ce tableau, c'est que ces banques, c'est une sorte de résumé de toute une série d'analyses. Hein. Ces banques, bon, elles sont très puissantes, elles ont des dimensions énormes, elles font des produits dérivés en quantité gigantesque, ça vous l'avez compris, mais en plus, elles occupent des positions dominantes sur le marché d'échange, sur les marchés obligataires, sur les marchés de produits dérivés, parce que les produits dérivés aussi font l'objet de marchés. Ils sont vendus et achetés, ils ont une cotation, etc. Et donc, elles occupent des positions dominantes, c'est-à-dire qu'elles s'observent mutuellement, elles sont interdépendantes entre elles, du point de vue de leur action et réaction. C'est le propre d'un oligopole. Hein, le fait qu'il y a un petit nombre, c'est comme par exemple en matière de télécommunications ou en matière d'Internet, vous avez un petit nombre d'acteurs et chacun peut s'observer et fixe ses prix en fonction de ce qu'ils observent chez les autres. Comme il y a peu d'acteurs, il y a des interdépendances qui se créent. Mais en plus, chez les grandes banques, elles ont leurs quartiers généraux, à travers 4 institutions internationales où toutes ces grandes banques se retrouvent régulièrement entre elles pour défendre leurs intérêts collectifs, disons, hein, auprès notamment des gouvernements et des régulateurs financiers. Donc, elles constituent des comités de réflexion en grand nombre, notamment à travers l'Institut de finance internationale, qui est la tête pensante de cet oligopole. Hein. Et donc, dès qu'on parle de taxes sur les transactions financières, dès qu'on parle de séparation des activités bancaires entre les activités spéculatives et les activités de crédit, ça cogite fort du côté des banques et elles mettent en place ce qu'il faut pour peut-être intervenir ici ou là, selon les pays, pour casser ce type de proposition. Donc, elles sont, en plus, ces grandes banques, donc interconnectées institutionnellement entre elles. Il y a aussi des interconnexions financières, je n'ai pas le temps d'en parler, elles dominent des marchés et, cerise sur le gâteau, on le sait depuis 2012, ces grandes banques systémiques s'entendent entre elles sur les prix. Depuis 2012, il y a des enquêtes du département de la justice américaine, de la justice britannique, la Commission européenne s'en mêle maintenant. On s'aperçoit que sur le marché d'échange, sur certains marchés obligataires, sur plusieurs marchés de produits dérivés, il y a des phénomènes de collusion entre ces banques. En termes juridiques, on dit qu'il s'agit de manipulation en bande organisée. Hein. C'est le terme juridique. Et donc les amendes tombent. Alors,
Ça écorne pas beaucoup leurs profits, mais ça tombe. Ça tombe, ça se chiffre en centaines de millions de dollars, voire en milliards de dollars, mais ça n'écorne pas beaucoup leurs profits. Voilà, donc on a affaire à un oligopole de très grandes banques. Et est-ce que cet oligopole a été bousculé par les nouvelles réglementations qui ont eu lieu depuis le déclenchement de la crise? Alors, il y a eu de nouvelles réglementations. On a dit il faudra augmenter un peu leurs fonds propres, voyez, pour peut-être avoir davantage de crédibilité et surtout, s'il y a une nouvelle crise, pouvoir répondre un peu plus directement par vous-même, plutôt que de faire appel aux contribuables, comme ça a été le cas. Voilà, alors, on a pris aussi des mesures concernant la faillite de ces banques pour essayer de ne pas faire payer tout de suite les contribuables, vous voyez. Donc, on a dit, non, d'abord, ça sera les actionnaires, ensuite, les créanciers. Alors, il y a différentes catégories de créanciers, on a mis un ordre dans les catégories, et puis après, oui, il y aura quand même les contribuables, mais vraiment en dernier lieu. On passe à la suite. Alors, le résultat de cette analyse, de cet état des lieux, je ne sais pas où j'en suis au point de vue temps. 20 minutes. Il me reste 2 minutes. 20. 20 minutes. Il s'est trompé d'un zéro, il me reste 20 minutes. Bon. Alors, maintenant, j'arrive sur des choses extrêmement sérieuses qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons du point de vue des politiques économiques. C'est-à-dire ces politiques budgétaires rigoureuses ou austéritaires. La conséquence de tout ce que je viens de vous raconter, depuis le déclenchement de la crise, c'est quoi? C'est qu'il a fallu, quand la crise s'est déclenchée, très vite recapitaliser, mettre du capital dans ces plus grandes banques qui avaient été atteintes à cause de leur crédit titrisé subprime, qui était devenu toxique. Donc partout dans le monde, il a fallu nationaliser, mettre du capital, apporter des garanties d'État, etc. Ça s'est chiffré en centaines de milliards de dollars aux États-Unis, en centaines de milliards d'euros en Europe. Et puis, il a fallu relancer l'activité économique. Et tout ceci, naturellement, a provoqué un endettement supplémentaire des États par rapport à leur endettement original. Et donc, le résultat, c'est quoi? Alors, on passe à la planche suivante. C'est une planche très importante. Ici, vous avez ce fameux rapport dont on vous parle tout le temps, qui est le fameux rapport dette publique sur PIB. Vous savez qu'il y a un critère de Maastricht qui disait il ne faut pas que ce rapport dépasse 60%. Dette publique sur PIB. Bon, 60%. Avant 2007, avant le déclenchement de la crise, les États européens étaient autour de ces 60%. En France, on était un peu au-dessus. D'autres pays étaient un peu en dessous. C'est un rapport qui avait augmenté, c'est vrai. Mais enfin, on était à peu près dans les critères de Maastricht et on ne parlait pas de dette publique avant la crise. Alors ensuite, c'est là où vous allez voir ce qui se passe. La crise arrive, tu appuies, vas-y, touch. Oui. Là, vous avez sous les yeux le surendettement pour 3 zones économiques essentielles. États-Unis, c'est le grand trait bleu. L'Union économique monétaire, c'est le trait fin. Et puis le Royaume-Uni, c'est le trait en pointillé. Vous voyez que la crise économique a frappé ces 3 grandes zones monétaires de la même façon et a créé un phénomène de surendettement majeur. On est autour de 95 ou 100% dans le rapport dette sur PIB. Alors, c'est vrai que la Grèce atteint le pompon avec 175%. Mais vous voyez bien que ce phénomène touche tous les pays. Et ce qu'il faut voir, par exemple, en Europe, la Commission européenne a fait une étude concernant simplement les aides des États aux banques. Je ne parle pas de la relance économique. Eh bien, en Europe, l'injection des fonds a représenté 4 500 milliards d'euros. 4 500 milliards d'euros. Ça a été l'aide apportée sous toutes ses formes diverses aux banques et surtout aux grandes banques. C'est tout à fait clair parce que c'était les grandes banques qui avaient acheté ces crédits subprime titrisés.
Donc voilà. Donc on est dans une situation où les États se sont surendettés à partir de 2007-2008. Et le problème qui est devant nous, c'est que ce rapport ne fait qu'augmenter. Il ne fait qu'augmenter, même en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on a des PIB, des croissances économiques des PIB qui sont relativement atones. Hein. Si on fait 1%, nous en France, cette année, on sera très très content. Peut-être un peu plus, 1,2, on ne sait pas. Pendant ce temps-là, on a 4% de déficit public. Et ce déficit public, il s'ajoute à la dette. On fait à peu près 80 milliards de déficit public en ce moment en France. Ces 80 milliards vont s'ajouter aux 2050 milliards d'euros de dette publique qu'on a. Donc tant qu'on a des déficits de l'ordre de 3, 4 ou 5% et des croissances qui n'ont que de 1%, bien ce rapport, il ne fait qu'augmenter mathématiquement. Donc nous, on est proche maintenant des 100%. Les États-Unis sont déjà bien au-delà, la Grande-Bretagne aussi, et en Europe, beaucoup de pays sont au-delà déjà de 100%. Bon. Et donc, ça n'arrête pas. Donc, on est en face de quoi ? On est en face d'une bulle obligataire, parce que les dettes publiques, qu'est-ce que c'est que sur le fond ? C'est des titres financiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les États vont sur les marchés financiers pour financer leur déficit. Ils émettent des obligations financières. Et donc, la dette publique française, c'est un ensemble d'obligations financières qui ne font que s'alourdir d'année en année. Et alors, le pire, c'est que, évidemment, vous avez des dettes, comme pour la Grèce, qui arrivent à échéance de façon régulière. Donc, le Trésor français, chaque semaine, est obligé d'émettre pour 4 ou 5 milliards d'euros de titres financiers pour financer à la fois les intérêts de la dette, qui sont de l'ordre de 45 milliards, en France, c'est selon les années premier ou second poste budgétaire, 45 milliards, ça c'est un poste auquel on ne peut pas toucher. Et puis il y a des dettes qui arrivent à échéance, et par exemple pour l'année 2014, on a eu à peu près 120 milliards de dettes qui arrivaient à échéance, et 80 milliards de déficit. Donc un appel au marché financier de 200 milliards. Vous voyez ? Chaque année, on fait appel au marché financier pour 200 milliards d'euros, à peu près, sous forme de titres financiers. Mais ce que je dis pour la France, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour l'Allemagne. L'Allemagne a la dette la plus importante d'Europe, c'est normal, c'est le pays le plus important. Mais l'Allemagne a une dette publique bien plus importante que la dette française. L'Italie vient ensuite, et la France après. Donc on a des dettes qui n'arrêtent pas de gonfler. Et donc c'est ce qu'on appelle une bulle obligataire. Et une bulle obligataire, comme toute bulle, peut éclater. Et elle peut éclater sous l'effet de quoi ? Alors ça, c'est un peu technique, alors je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails, mais enfin, je vous dis un peu la musique, si vous voulez. La bulle éclate que s'il y a une remontée des taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle les banques centrales et la BCE injectent des liquidités en permanence, rachètent des dettes publiques d'État, pour maintenir les taux d'intérêt très bas. Alors, en France, on se satisfait et on dit « Ah, on a de la chance, on a des taux d'intérêt très bas. » Ah oui, ça, vous l'entendez tous les jours, notre ministre des Finances dire « Ah, vraiment, on est bon, on a des taux d'intérêt très bas. » Mais il faut bien voir que le moindre relèvement peut être une catastrophe pour tous ceux qui détiennent des titres de dette publique. Parce que s'il y a un relèvement des taux d'intérêt, alors là, c'est là où la technique intervient. Peut-être que certains d'entre vous vont comprendre, j'en sais rien. Ou alors il me faudrait me donner 10 minutes de plus pour mon exposé. Je ne suis pas en train de négocier. C'est non, vous voyez, c'est non. Donc je vous donne le résultat de ces 10 minutes de démonstration que je ne fais pas. Si vous avez des taux d'intérêt qui remontent légèrement, la valeur correspondante des obligations que vous avez dans votre portefeuille baisse dans la même proportion. Ah, vous ne comprenez pas, c'est pas grave, mais c'est mathématique. Comme je n'ai pas les 10 minutes, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais vous comprenez bien que... Vous voyez bien le résultat, en effet, c'est que, à la fois dans les bilans de banque et de tous les grands investisseurs, notamment anglo-saxons, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que chez eux, il y a des retraites par capitalisation et non pas par
répartition, eh bien, c'est une catastrophe absolue. Et à ce moment-là, on entre dans un nouveau cataclysme financier à l'échelle mondiale. Voilà. Donc, j'ai fini ma démonstration pour la première partie. Alors, eh bien oui, on peut commencer malheureusement par ce qui peut arriver. C'est ce que j'appelle le scénario noir d'un nouveau cataclysme financier. Et c'est malheureusement la perspective la plus probable, à la lumière de ce que je vous ai dit. Est-ce qu'on a cassé l'oligopole bancaire en séparant les activités des grandes banques entre activités de marché financier, ou autrement dit activités spéculatives, pour aller vite, et puis activités de crédit? La réponse c'est non. Est-ce qu'on a pris des mesures suffisantes pour taxer les opérations financières internationales? La réponse est évidemment non, et je pourrais continuer la liste. L'oligopole bancaire veille à ses intérêts, croyez-moi, il est puissant, et il le fait sentir à tous les États. Donc, malheureusement, c'est la perspective la plus probable, un nouveau cataclysme financier. Et puis, je vous montrerai les conditions dans lesquelles on peut peut-être sortir de cette situation en second lieu. Alors, on passe à la suite. Alors, l'éclatement de cette bulle obligataire dont je viens de parler, elle peut se produire de différentes façons. Je vais donc passer à la suite encore. Alors, comment... oui, là, j'ai donné les raisons pour lesquelles on a cette bulle obligataire, parce qu'on a une globalisation des marchés monétaires et financiers, on a des produits financiers extrêmement dangereux qu'on appelle les CDS, les Credit Default Swap, qui peuvent jouer un rôle de catalysateur et d'accélérateur dans la crise financière à venir. Et ils ont déjà joué ce rôle dans la crise financière de 2007-2008, mais ils peuvent encore jouer ce rôle, et sans doute de façon plus étendue maintenant. Ensuite, oui, on a une interconnexion des salles de marché des plus grandes banques. Et puis, il y a cette relation dette publique-grande banque qui fait qu'il y a une interdépendance entre ces acteurs, qui fait qu'on a une bulle obligataire mondiale qui s'est formée. C'est ça qu'il faut comprendre. Et qui peut éclater d'un moment à l'autre, et que les conditions de cet éclatement sont aujourd'hui réunies. On passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui peut faire éclater cette bulle? Le défaut de paiement d'un État. Ouais. Le défaut de paiement d'un État, en raison notamment des politiques déflationnistes. Alors, ça a failli se produire. Vous voyez, j'ai écrit ça il y a déjà 15 jours. Ce qui a failli se produire pour la Grèce, donc ça s'est produit déjà pour la Grèce, avec le FMI. L'État grec n'a pas payé son échéance de 1,5 milliard au 30 juin. Donc c'est pour ça que les marchés financiers sont tétanisés aujourd'hui. On est sur un volcan. C'est-à-dire qu'on a un défaut de paiement qui s'amorce, qui sera encore plus grave le 20 juillet, puisque la Grèce doit à ce moment-là 7 milliards à la Banque Centrale Européenne. Donc s'il n'y a pas d'accord d'ici là, vous savez qu'en ce moment même, pendant que je vous parle, il y a l'Eurogroupe qui se réunit, que ce soit, il y a le Conseil européen avec les chefs d'État qui se réunit, on est dans une phase de défaut de paiement de la Grèce. Et les marchés financiers réagissent mal depuis plusieurs jours, parce que précisément l'incertitude s'accroît, et que eux, ils savent très bien analyser ce que je suis en train de vous dire. Ils savent que tous les facteurs sont réunis pour qu'on ait une véritable catastrophe financière. Donc, les marchés financiers sont tétanisés. Et effectivement, s'il n'y a pas un accord, s'il y a une sortie de la Grèce de la zone euro, toutes les conditions sont réunies pour que cette bulle éclate. C'est clair. Ensuite, vous pouvez avoir, comme en 2008, le défaut de paiement d'une grande banque systémique. On a vu ce que ça a provoqué immédiatement en termes de perspectives négatives sur la croissance économique, la récession. Voilà. Vous pouvez avoir des phénomènes de bank run. Alors pour l'instant, les phénomènes de bank run, c'est-à-dire de course au dépôt devant les banques, sont limités à la Grèce. Mais il ne faudra pas grand-chose, à mon avis, pour que ça s'étende à d'autres pays. Donc un phénomène de bank run, ça c'est de toute façon le signal si ça touche une grande banque, que la grande banque peut faire faillite très vite. Voilà. Alors ensuite,
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le bank run? Le bank run. Hein? Non, je l'ai dit trop vite. Chut. Bank run, c'est course au dépôt. C'est ce qui se passe en ce moment en Grèce. On court vers sa banque pour essayer de retirer de l'argent. Bank run. D'accord? C'est clair? Chut. Bon, je termine bientôt. 10 minutes, oui. J'ai encore 10 minutes, c'est parfait. Alors, le scénario noir de l'éclatement de la bulle, donc, évidemment, on ne peut pas dire quand est-ce que ça va se produire, mais vous voyez bien que les conditions sont réunies. Deuxièmement, comme la bulle est très importante, on peut imaginer que les catastrophes le seront également. Troisièmement, on connaît la suite, si ça se produit, hein, parce qu'on a une analyse des crises financières, et notamment de la dernière crise, qui fait que on connaît la suite, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir un blocage général du crédit, les banques, du reste c'est déjà le cas, ne se prêtent plus vraiment entre elles, les perspectives de croissance vont s'effondrer, la récession va suivre immédiatement. Ensuite, évidemment, les conséquences sociales et politiques, elles sont claires, hein. Chômage en hausse, et sur le plan politique, comme c'est dit ici, conséquences redoutables sur le plan politique, hein, vu, je dirais, notamment en Europe, la configuration géopolitique et même, disons, politique tout simplement, de certains pays où vous avez des extrêmes droites qui sont montées en puissance, où vous avez des nationalismes qui sont exacerbés. Il faudra rechercher évidemment des boucs émissaires, ça sera toujours la faute de l'autre, donc avec des risques d'affrontement en tout genre. Bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous avez compris que ça peut aller très très vite et très très loin. Alors ensuite, comment peut-on sortir? Enfin, il faut que je boive un coup, là. Ouais, je vois que vous prenez ça de bon cœur, hein. Alors, deux choses. Je vais essayer de vous dire comment on peut s'en sortir. Et les réflexions que je vais vous apporter maintenant ne sont pas simplement les miennes. Hein, je réfère à ce qu'écrit actuellement des gens comme Stiglitz, Krugman, notamment, et d'autres auteurs, qui pensent que la clé à court ou moyen terme, c'est une réforme du système monétaire international. Donc ça, je vais d'abord vous en parler. Et puis ensuite, j'essaierai d'explorer avec vous, mais rapidement, puisqu'il me reste peu de temps, ce qu'on peut penser en termes de post-capitalisme. Alors, la suite. Alors, l'enjeu, c'est de retrouver une nouvelle stabilité monétaire et financière. Financière, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, en taxant les opérations financières, en séparant les banques, dans les banques, les activités de dépôt des activités financières, et puis éliminer un certain nombre de produits dérivés qui, aujourd'hui, sont extrêmement dangereux. Ensuite, la réforme du système monétaire. Vous voyez bien que ce qui est en jeu, c'est la façon dont, aujourd'hui, sont formés les taux de change et les taux d'intérêt. Hein, c'est ça qui explique la montée en fulgurance des produits dérivés. Donc, il faut casser ça. Et comment on peut casser ça? En redonnant aux États un minimum de souveraineté monétaire, en redonnant une certaine visibilité sur la formation de ces deux prix, en cassant ces processus de montée en puissance des produits dérivés dont j'ai parlé. Et ça passe nécessairement par des États qui cherchent à retrouver une souveraineté monétaire. Les États ont abandonné politiquement cette souveraineté monétaire dans les années 70 et 80, en libéralisant, comme je l'ai dit. Il faut absolument retrouver, alors sous des formes renouvelées, parce qu'on est dans un contexte maintenant global et mondialisé, il faut retrouver une stabilité monétaire et donc une souveraineté monétaire. Donc,
Pas de monnaie unique à l'échelle internationale, ça serait ridicule. On voit déjà les problèmes que ça pose avec l'euro. Mais, du reste, le journal Le Monde a publié récemment une rubrique vers une monnaie commune, pas unique, mais commune. Oui, bien sûr. Et donc, une monnaie commune, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque État ou groupe d'États conserve sa monnaie, mais ces monnaies-là se réfèrent à une monnaie commune dans des rapports fixes qui ne peuvent être modifiés que politiquement et non pas par le marché. C'est ça l'idée d'une monnaie commune. Hein? Donc, c'est revenir à des systèmes de change fixe gérés politiquement en référence à une monnaie commune. On pourrait très bien avoir une monnaie commune à l'échelle européenne, surtout si la Grèce sort de la zone euro. À ce moment-là, chaque pays retrouve sa souveraineté monétaire avec ses propres monnaies, mais dans des rapports fixes avec l'euro commun, avec un euro commun. Alors ça permettrait de résoudre beaucoup de problèmes ensuite qui se posent à l'échelle internationale, comme la transition énergétique, parce que là, on disposerait d'un outil de financement à l'échelle mondiale très puissant pour lever les capitaux nécessaires pour assurer cette transition. Aujourd'hui, on sait très bien, par exemple, qu'en France, les sommes qui sont prévues pour cette transition énergétique ne sont absolument pas à la hauteur des besoins qui ont été repérés. Et c'est vrai à l'échelle internationale. Là, on aurait un outil extrêmement puissant avec cette monnaie commune pour lever ces capitaux. Et puis, on pourrait résoudre les problèmes de dette publique. Pourquoi la BCE est-elle crispée devant la Grèce aujourd'hui? C'est qu'elle détient une bonne partie de la dette grecque. Et que si elle efface cette dette, elle perd sa crédibilité internationale. Et donc, elle ne peut pas effacer cette dette. Ou sinon, on va vers un effondrement de l'euro. Enfin, c'est la disparition de la zone euro. Par contre, si on a une monnaie commune à l'échelle internationale, avec un institut d'émission à l'échelle internationale, si cet institut efface, pour des raisons politiques légitimes et économiques légitimes, une partie des dettes publiques, qui va contester cette opération? Personne ne pourra contester. Les marchés ne pourront rien faire par rapport à cela. Donc, vous voyez qu'on a aussi là le moyen pour résoudre les problèmes de surendettement public avec une réforme du système monétaire international de cette nature. Alors, les autres scénarios, je crois que je n'ai plus de temps, donc je les évoque rapidement. Il me reste combien de temps, Yves? 3 minutes. 3 minutes. Ce qu'il y a de plus pour l'exposé sera en moins pour les questions. Bon, alors on continue. Quand on me coupera le sifflet, on me coupera le sifflet. Alors, je crois que tu as été un peu trop vite. Tu reviens en arrière. Retourne en arrière. Voilà. Alors, les autres scénarios, c'est ce qu'on appelle les scénarios post-capitalisme. Il y en a plusieurs, que vous connaissez sans doute, pour certains d'entre eux en tous les cas. Il y a la sortie libérale ou marxiste qui croit encore qu'on peut s'en sortir grâce à une croissance indéfinie, et notamment de la productivité. Malheureusement, on sait que notre planète est limitée, il y a des irréversibilités, et cette sortie post-capitaliste est assez peu probable, finalement, ou crédible. Ensuite, il y a la sortie pessimiste, en raison, alors c'est bien connu, de la pression démographique. Hein. On entend régulièrement ce type de vision très pessimiste, très noire de notre avenir. Malthus a été un des premiers à évoquer cette vision des choses, mais aussi Freud. Les forces de mort devraient l'emporter nécessairement sur les forces de vie à cause de cette vision démographique. Ensuite, on croit beaucoup, aujourd'hui on l'entend encore un peu partout, à une sortie par la technique de la technique, si on peut dire, avec les biotechnologies et surtout ce qu'on appelle le transhumanisme, l'homme augmenté, hein, l'homme augmenté avec toutes ses prothèses, donc l'homme va devenir éternel, etc. Bon, vous avez entendu parler de cela, c'est la société d'abondance, c'est aussi, ça évoque
ce qui a été évoqué dans le film hier soir, c'est la termitière de Freud. Hein. Voilà. Alors, on peut avoir une vision optimiste ou négative de cette vision, mais voilà. Et puis, il y a ce que certains souhaitent encore, la vision keynésienne. Alors, c'est la sobriété, c'est la décroissance. Bien sûr, les robots seront là, feront, comme on dit, le travail. Cette version pose un problème en termes de démocratie et égalitarisme, parce qu'ils ne sont pas forcément compatibles avec la notion de décroissance. Hein. La démocratie a besoin de croissance. Alors, de quelle croissance on peut en parler, mais parce que, comme il est dit ici, il est humain d'avoir le sentiment de pouvoir accéder à ce que les autres ont. Alors voilà ce scénario. Ah, c'est on va couper le sifflet. Ce n'est pas moi. Ah oui, non, je ne sais pas. Là, c'est terminé. Non. Peut-être appuyer sur un bouton. C'est comme dans Mission Impossible, au bout de 3 minutes, ça s'autodétruit. Je prends celui-là. Alors, je voudrais terminer, si on passe la planche suivante, Yves, s'il te plaît. Alors, je m'inspire des travaux de Bernard Maris, que vous connaissez peut-être, qui était mon ami, puisque pendant une dizaine d'années, à l'Université des sciences sociales de Toulouse, nous avons partagé le même bureau. Et donc, nous l'avons recueilli même du reste dans notre laboratoire pendant les années 90, avant qu'il ne monte à Paris, si vous voulez. Et donc, Bernard Maris a connu plusieurs phases dans sa vie universitaire, mais une dizaine d'années, et Yves en faisait partie, nous l'avons accueilli dans notre bureau, nous l'avons bien connu. Et évidemment, je me sens très proche, pour des tas de raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, de ses travaux. Et qu'est-ce que disait Bernard Maris dans ses derniers écrits et dans ses dernières conférences? Il nous faut un nouveau rapport au travail, au temps et à la mort. Voilà, nous avons d'énormes besoins, je lis, en matière de productivité, certes, de robotisation, certes, de technique, oui. Oui, tous ces travaux pénibles doivent disparaître. Il faut supprimer la douleur. Mais, voilà, dit-il, demain, on aura besoin d'un nouveau rapport au travail, à la connaissance et surtout au travail créatif. C'était une idée très forte chez lui, l'idée de travail créatif. Il faut retrouver la poésie du travail. L'homo economicus doit laisser la place à l'homo benignus, disait-il, puisque l'homo benignus, c'est celui qui est capable de donner sans perdre, celui qui transcende la question de l'individuel et du collectif. Donc l'homo economicus, au contraire, lui, n'est pas capable de donner sans perdre. Et je termine avec lui en disant que la figure de demain, le nouvel archétype, comme il disait, c'est la figure du chercheur, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui est dans la curiosité, dans l'ouverture d'esprit. Il est obligé de prendre sans que les autres perdent. Il est bénévolent, le chercheur efface la question de l'abondance, alors que l'économie est née de la question de la rareté. Voilà. Alors, voilà, tous les hommes peuvent être des chercheurs. On le voit actuellement sur Internet, qui est un lieu évidemment multiple, où il se passe beaucoup de choses, mais c'est aussi un lieu de création absolument extraordinaire. Et il terminait en disant le chercheur est finalement assez proche du poète. Alors, dernière planche, c'est une citation, je crois, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à lire, de Sénèque, exactement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, c'est l'ingéniosité collective
qui va nous permettre de coincer la bulle avant qu'elle n'éclate. Donc, on a à peu près une vingtaine de minutes de pause et ensuite, il y aura des questions qui pourront vous permettre de revenir sur un point ou l'autre de l'exposé. Bon, alors on a à peu près 35 minutes, 40 minutes. Le but, c'est pas de refaire la conférence. Donc, comme c'est pas moi qui ai écrit les livres, je peux vous dire que si jamais vous avez des questions techniques, les réponses sont dans les livres. Et donc, en fait, puisqu'on a la chance d'avoir M. Morin en chair et en os, on pourrait peut-être centrer nos questions sur, pas forcément les points techniques, mais les scénarios de sortie de crise tels qu'il peut voir les choses. Donc je vous demande de ne pas refaire la conférence et simplement il prendra les questions par rafale de 4 ou 5 et bref, les vraies questions, avec un point d'interrogation à la fin, moins d'une minute. Oula, ça fait 5 minutes à chaque fois. Non, c'est 30 secondes, tu veux dire. Voilà. Bon, on commence. Oui, une question à gauche. Oui, vous avez parlé de la réforme du système monétaire international. J'aimerais que vous puissiez situer, s'il vous plaît, la BCE et Mario Draghi à sa tête. Quel pourrait être son rôle, s'il vous plaît? Merci. Deuxième question, à droite, là-bas. Alors, autre question. Oui. Oh, attendez. Oui, autre question. Oui. Oui. Alors, j'accepte qu'on ne réponde pas à ma question car elle est un peu technique. Dans la libéralisation, il y a 3 phases et je n'ai pas bien compris la troisième, la libéralisation des mouvements de capitaux. En quoi ils n'étaient pas libres avant? Mais si voilà. On ne répond pas... Très bien. Troisième question. Vous nous avez confirmé l'importance de la dette grecque et des négociations actuelles. La commission d'analyse de la dette grecque a conclu en grande partie à une dette illégale et odieuse. Est-ce que cela peut-il avoir une influence sur les négociations du gouvernement grec avec les créanciers actuellement? Voilà. Merci. Quatrième question là-bas. Vous nous avez très bien expliqué en quoi notre ennemi, c'est la finance, et laissé un petit espoir ténu de sortie par le haut. En quoi, nous, citoyens de France, on peut faire quelque chose? Oui. Cinquième question, Dominique. Oui. Cinquième question. Cinquième question, oui, Dominique. Oui. Qu'est-ce qui empêche les États de reprendre la main sur la monnaie? Et voilà, une dernière question. Alors, là. Ma question, elle est toute simple. Il me semble qu'il y a des négociations très poussées en Europe sur la taxation des transactions financières. Où est-ce qu'on en est exactement? Merci. On prend une première phrase. Après. Oui, je répondrai. Il y aura peut-être une autre salve de questions. Oui, c'est ça. Une ou deux autres, je ne sais pas. On verra. Bien, donc d'abord les questions monétaires. Il y a au moins 3 questions sur la monnaie. La première, la 5e et la 6e. Bon, d'abord sur la réforme du système monétaire international, la position de Mario Draghi et de la Banque centrale européenne sur ces questions. Pour l'instant, disons que lorsque les différents G20 se sont réunis, plusieurs États ont demandé à ce que cette question de la réforme du système monétaire international soit mise à l'ordre du jour. Et à chaque fois, il y a eu un refus de la part des États-Unis, tout simplement parce que, on voit très clairement, évidemment, les raisons pour lesquelles les États-Unis ont refusé d'aborder cette question, tout simplement parce que les Américains pensent qu'on a déjà une monnaie internationale. Et donc
aborder la question de la réforme du système monétaire international, c'est forcément remettre en cause le rôle actuel du dollar. Donc, pour l'instant, la question reste taboue, tant que peut-être on n'aura pas une nouvelle crise financière majeure. Je rappelle quand même que les accords de Bretton Woods, la réforme du système monétaire de Bretton Woods en 1944, est intervenue finalement après 2 guerres mondiales et 250 millions de morts. Donc, pour l'instant, effectivement, on considère que cette réforme n'est pas encore, doit pas être mise encore à l'ordre du jour, bien que des pays comme le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et même la France, il faut le dire, même Nicolas Sarkozy a souhaité à un moment, dans ces réunions du G20, à ce que cette réforme soit abordée. Donc Mario Draghi, lui, il n'a pas beaucoup de pouvoir sur cette question. C'est un gestionnaire d'une banque centrale indépendante, des États. Donc il n'a pas de rôle à jouer dans cette réforme. Voilà pour peut-être la première question. Alors, comment les États peuvent reprendre la main sur la monnaie? C'est la question de Dominique. Eh bien, oui, c'est un peu la même question. C'est organiser une nouvelle conférence internationale sur la monnaie et en fait, en essayant, alors je crois que ça rejoint peut-être, non, ça ne rejoint pas une autre question, en essayant de dire que de la même façon qu'on a des problèmes écologiques qui se posent à l'échelle planétaire aujourd'hui, qu'il n'y a pas simplement des solutions locales. Du reste, le film, hier soir, l'indiquait bien. Les solutions locales, certes, c'est très intéressant, mais on est dans un monde complètement en interaction, globalisé. Ça a été dit sous plusieurs formes hier soir dans le film. Eh bien, je crois que pour les questions monétaires, c'est la même chose. On est dans un monde qui est tellement globalisé que les problèmes monétaires doivent être posés maintenant à cette échelle-là. Et donc, c'est une prise de conscience politique de la part des États qu'il faut souhaiter pour entrer dans une phase de cette nature. Voilà, donc, pour l'instant, c'est vrai que cette idéologie néolibérale qui croit essentiellement aux forces du marché, en déniant aux forces plus collectives un rôle qui pourrait être les leurs, eh bien, empêche, évidemment, d'aller dans ce sens-là. Hier soir aussi, on disait qu'il faut qu'on change nos logiciels intellectuels. Eh bien oui, là, il y a un vrai travail, je pense, à faire pour aller dans cette direction. Ensuite, toujours sur les questions monétaires, mais un peu dérivées, la question de la taxation financière. Alors, c'est vrai qu'il existe déjà une petite taxe sur les opérations internationales, mais on est très loin de ce que Tobin avait imaginé, une taxe sur les transactions financières internationales, c'est-à-dire sur les transactions du marché d'échange, les 940 000 milliards de dollars. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, 6 000 milliards qui s'échangent chaque jour sur le marché d'échange. 6 000. Hein. Donc, c'est ces opérations-là qu'il faudrait taxer. Ces opérations-là, si elles étaient taxées même faiblement, pourraient en effet avoir plusieurs objectifs, bien sûr, mais auraient un certain sens. Or, à aucun moment, on ne parle de taxer ces opérations financières particulières. Pour l'instant, on touche qu'au marché des actions, un tout petit peu au marché obligataire et encore plus faiblement au marché de produits dérivés, et pour 11 pays de la zone euro. Et c'est tout. Les Américains sont contre, les Britanniques sont contre, et donc il n'y a que 11 pays de la zone euro qui pratiquent ce type de taxation. Vous voyez qu'on est très très loin d'une véritable taxe sur les opérations financières internationales. Alors ensuite, maintenant une question plus technique. La troisième phase de libéralisation. Non, il n'y avait pas de liberté totale des mouvements de capitaux avant 1994-1995. Il pouvait y avoir des formes de taxation, des formes de contrôle qui faisaient qu'il n'y avait pas cette liberté entre
les plus grands pays. Je pense surtout aux 11 grandes devises internationales qui existent aujourd'hui. Et donc, il y avait des formes d'entrave, si vous voulez, de toutes sortes, qui pouvaient exister. Et tout ça, ça a été levé au milieu des années 90. Ce qui fait qu'en effet, les capitaux, pour ces pays-là, peuvent se déplacer à la vitesse de la lumière aujourd'hui d'un point de la planète à l'autre. Et ce qui explique l'émergence de l'oligopole bancaire, en même temps. Alors, ensuite, j'arrive aux deux questions lourdes. La dette grecque. En effet, la commission instaurée par le Parlement grec et le gouvernement sur l'audit de la dette grecque a montré qu'il y avait une partie de cette dette qu'on pouvait contester légitimement. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait des taxes qui peut-être frappaient faiblement, voire peut-être nullement certaines catégories d'activités, alors que d'autres étaient davantage taxées, aussi, je crois que ça a été un des apports de cette commission, d'avoir montré clairement qu'en 2010, la dette publique grecque n'était pas énorme, elle était d'une centaine de milliards d'euros, alors qu'elle est aujourd'hui de 320, vous voyez, en 2010. Et que ce qui a rendu cette dette publique importante, c'est le fait que les autorités européennes, la Banque centrale européenne et le FMI aient racheté aux banques privées, françaises et allemandes, une partie de leurs dettes à des cours plutôt intéressants. Donc la dette publique a augmenté à ce moment-là fortement, alors qu'on aurait dû considérer que ces dettes privées étaient normalement, étant donné la situation grecque, devaient en partie être restructurées, et fortement, étant donné, encore une fois, la crise économique. Ce que les banques françaises et allemandes ont refusé. Donc elles ont vendu au prix fort, si je puis dire, leurs dettes à des États, ce qui a d'un seul coup fait augmenter de 100 milliards à 300 milliards la dette publique grecque. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Comme il y avait en permanence des dettes qui arrivaient à échéance et des intérêts à payer, toutes les aides qui sont venues à partir de 2010 ont été faites pour payer les intérêts et les remboursements de dettes qui arrivaient à échéance. Pas du tout pour aider le pays, ou très très peu, dans une très faible proportion. Je crois que ça, c'est l'apport principal de cette commission tout à fait exceptionnelle qui a été réunie cette année. Enfin, les conclusions ont été déposées cette année, en mars dernier ou avril dernier, et qui montrent ces phénomènes-là. Voilà, alors évidemment, on comprend dans ces conditions la difficulté de sortir de cette situation. Il est clair, alors bon, je parle un peu de la grecque maintenant, puisque cette question me donne l'occasion de le faire. J'ai écrit plusieurs articles sur la dette grecque qui ont été publiés en Grèce et à un moment dans le journal Le Monde, et puis je ne sais plus où, enfin avec un collègue, Gabriel Colettis, dont vous voyez peut-être les travaux aussi, qui a la double nationalité française et grecque, et qui passe la moitié de son temps en Grèce. Bon, il est clair que la dette grecque en tant que telle est absolument insoutenable. Et la difficulté de la situation, c'est que jusqu'à présent, dans les négociations, les Européens ont toujours refusé de parler de cette restructuration en tant que telle. Ils ont dit, faites suffisamment d'efforts, et à ce moment-là, et après seulement, on parlera de la restructuration de la dette. Quand on dit restructuration de la dette, il y a évidemment deux choses qui sont par derrière. Il y a le fait, évidemment, d'allonger les maturités, le fait d'abaisser les taux d'intérêt, et puis, surtout, deuxième chose, le fait d'effacer une partie de cette dette. Et là, on entre... Évidemment, le gouvernement de Tsipras dit qu'il faut effacer au moins 30% de cette dette, ce qui, moi, me semble un minimum. Certains parlent de 50 ou de 60%. Là, évidemment, la couleuvre est plus difficile à avaler pour les Européens, parce que, évidemment, quid des dettes portugaises, irlandaises, est-ce qu'elles vont subir le même scénario, étant donné le surendettement général qui existe en Europe, même en France, nous sommes surendettés. Si on a le moindre relèvement de taux d'intérêt,
ça va être une catastrophe à la fois pour nos finances publiques, mais aussi ça peut créer immédiatement une crise financière très importante, dans la mesure, encore une fois, la valeur des titres en question risque de s'affaisser brutalement. Donc on est sur un volcan. Il me semble qu'on est dans une situation complètement bloquée. Il n'est pas du tout évident que la discussion de cet après-midi puisse aboutir, étant donné les enjeux, je dirais presque planétaires de cette discussion. Voilà. Donc, et vous voyez bien qu'à l'origine, quand je dis qu'il y a des banques allemandes et françaises qui ont joué ce jeu avec le lobby qui est le leur pour faire avaler la pilule à l'Europe en question, il s'agit des banques systémiques qui ont toute la puissance nécessaire pour avoir imposé ce type de rachat par l'Union européenne et par le FMI et la Banque centrale européenne. De nouveau l'oligopole. Alors, maintenant, dernière question. Citoyens, que pouvons-nous faire par rapport à ça? D'abord, se tenir informé sérieusement sur la situation de l'économie mondiale, de ses enjeux. Bon, être informé. Ensuite, vous savez qu'il y a des tas d'initiatives qui sont prises localement ou même nationalement à travers ce qu'on appelle la finance solidaire, Finansol, finance solidaire. Il y a un site internet qui s'appelle Finansol qui regroupe toutes les initiatives alternatives, en quelque sorte, qui permettent de vérifier que l'argent qu'on place quelque part sert en effet à quelque chose, directement, à la création d'emplois, au développement de certaines activités, etc., etc. Donc là aussi, c'est peut-être une seconde façon de dire on veut autre chose, on veut peut-être une autre façon de placer son argent et de participer à une vie citoyenne qui ait un sens, pour reprendre l'expression d'hier soir. Voilà. Merci beaucoup de ces réponses et de votre discipline. Donc je reprends une deuxième salve de questions. Là-bas, qui était attendu déjà, oui. Oui, alors j'ai deux questions en une. Que pensez-vous donc des mouvements citoyens qui veulent retirer le pouvoir de création monétaire aux banques privées, au monopole des banques privées, donc création ex nihilo par le crédit, de la monnaie créée à partir de rien, parce que c'est ça quand même le cœur du problème. Donc le mouvement citoyen tel Positive Money en Angleterre, actuellement ça bouge aussi en Islande, avec un député qui veut retirer aussi le pouvoir de création monétaire aux banques, et le 100% monnaie pleine en Suisse. Et ma seconde question qui est totalement liée, pourquoi y a-t-il un tel tabou en France et dans d'autres pays sur comment est créée la monnaie? Je sais bien que vous savez. Si vous pouvez juste expliquer comment est créée la monnaie en vitesse et pourquoi il y a ce tabou et qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements citoyens qui viennent de la base? Une question devant, là, à droite. Oui. Alors, ou à gauche, là, oui. Une question un peu simpliste. Je voulais savoir pourquoi les spécialistes tels que vous êtes et qui sont nombreux, qui prônaient des solutions pour résoudre en partie la crise, pourquoi les chefs d'État, les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes de la finance, ne vous font-ils pas confiance? Merci. Confiance à moi? Je vais aller derrière parce que je reviens. Aux spécialistes. Oui, une question là. Oui, là. Parmi les grands créanciers, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots leur rôle, je pense au FMI et à la fameuse Troïka, mais je pense qu'il y a d'autres gros financiers mondiaux qui jouent des rôles dont on ne parle pas en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu leurs différents types d'interventions? Oui, simplement pour orienter un petit peu les questions par rapport au début, les scénarios de sortie de crise surtout. Oui. Suite à la réflexion du CCFD Terre Solidaire sur les paradis fiscaux, donc certaines décisions ont été prises de choisir telle banque ou telle autre.
Donc j'aimerais que vous nous en parliez, des paradis fiscaux, si vous avez le temps. Et la deuxième chose, c'est aussi, là où nous plaçons notre argent, ça vient d'être dit, on peut soutenir des projets pour les pays en voie de développement. Et j'étais étonnée que dans votre conférence, vous n'abordiez pas ce sujet de en quoi ces mégapoles, enfin ces oligopoles financiers, comment le tiers-monde, il en souffre. Merci. La 5e question là-bas. Oui, vous êtes à juste raison très critique à l'égard des banques et des grandes banques, mais on a toujours tendance, comme vous l'avez dit, à voir la poutre dans l'œil du voisin. Les gouvernements, quels qu'ils soient, ont un levier fantastique, tout simplement étant capables d'un côté de gérer les dépenses et de l'autre côté de lever l'impôt. Il n'appartient qu'à eux de ne pas faire de dette et donc de ne pas créer la dépendance dont vous voyez justement les effets très toxiques. Oui, la 6e question, et on arrête là pour la 2e salve. 6e question. Alors, vous avez dit une phrase qui m'a choqué, c'était la démocratie a besoin de croissance. Est-ce que vous pouvez expliquer cette phrase, la démocratie a besoin de croissance, et me donner, dans ce cas-là, votre définition de la démocratie? Et sur la question des solutions, est-ce qu'à l'inverse, on n'aurait pas besoin, dans les solutions, de plus de démocratie sur ces questions économiques? Merci, on arrête à ces 6 questions. Désolé, on aura peut-être le temps pour une 3e salve. C'est 11h30. Bon. Ah, d'accord. Très bien. Alors, encore des questions monétaires. On va commencer par elles. D'abord, prenons un petit peu les choses à la base. La création monétaire, d'abord. Oui, je le disais tout à l'heure à quelques-unes des personnes qui étaient là, en quoi consistait finalement ce processus de création monétaire. C'est vrai que la plupart de nos compatriotes n'imaginent pas du tout comment ça se passe. Ils ont une idée assez vague et pour eux c'est très mystérieux. D'où vient tout cet argent dont on parle? Alors, il faut savoir, je vais donner quelques ordres de grandeur et quelques principes qu'il faut avoir en tête. D'abord, les ordres de grandeur. 90% de la monnaie qui est créée dans le monde, d'une façon générale, c'est un chiffre qu'on retrouve un peu partout, selon les zones monétaires et donc les pays. 90%, c'est de la création par les banques et par le crédit bancaire. Ça, c'est le canal principal. Je vais y revenir dans un instant. Et 10% par les banques centrales. Les billets de banque que vous avez dans vos poches, ce sont des billets créés par la Banque centrale. On voit bien du reste en Grèce en ce moment. Ce que les Grecs cherchent, c'est d'avoir accès à cette monnaie centrale que détient la Banque centrale européenne et que les banques grecques n'ont pas, ou peu. Donc 90%, 10%. Alors comment se fait la création monétaire maintenant par les banques? C'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. C'est-à-dire que par un jeu d'écriture, une banque, quand elle inscrit à son bilan, à l'actif de son bilan, un crédit qu'elle vous fait, mettons 100 000 euros, immédiatement ces 100 000 euros sont transcrits au passif de la banque, à droite, donc dans le bilan, puisque cet argent vous est versé sur votre compte. Hein. Donc 100 000 à gauche, 100 000 à droite, à partir de rien. À partir de rien. Donc, vous avez créé 100 000 euros de monnaie qui se retrouvent dans votre compte à partir du crédit que vous avez demandé à votre banque. Ça, c'est le processus de création monétaire par les banques. C'est 90% de la monnaie qui circule dans le monde. D'accord? Alors, évidemment, tout ça, ça se fait sous le contrôle de la Banque centrale, parce qu'évidemment, une banque a tendance à vouloir multiplier les crédits à l'économie, puisque c'est pas très compliqué, il faut tapoter à gauche et tapoter à droite. Vous comprenez que c'est pas un exercice forcément très difficile. Et donc, évidemment, entre-temps, la banque touche les intérêts. Donc voilà, ça c'est l'activité classique d'une banque. Alors, pour limiter la création monétaire de façon excessive, qui pourrait générer de l'inflation, ce que les marchés financiers refusent absolument, parce qu'il n'y a plus de marché financier s'il y a de l'inflation, et donc, évidemment, il faut limiter les crédits à l'économie.
Et une façon de limiter, il y a plusieurs façons qui sont à la disposition de la Banque centrale pour limiter le volume des crédits et donc de la masse monétaire, parce que ça va ensemble, qui va à l'économie. Il y a ce qu'on appelle les rapports prudentiels, un rapport donc entre les fonds propres de la banque, qui sont passifs, et l'activité de la banque qui se trouve à l'actif. Alors aujourd'hui, grosso modo, avec ce qu'on appelle les accords de Bâle III, ce rapport ça a été un rapport retransformé après la crise financière. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques. C'est un rapport, grosso modo, qui est revenu à 8%. C'est-à-dire que si vous avez 8 de fonds propres, vous pouvez faire 100 d'activités. Notamment, vous pouvez faire 100 de crédit. Il ne faut pas aller au-delà, en termes de crédit. Sinon, vous perdez votre crédibilité. Bon, je pense que sur la création monétaire, on a fait le point. Alors, il y a des mouvements citoyens, en effet, qui essayent de faire échapper aux banques ce pouvoir de création monétaire. Il y a même des mouvements qui vont beaucoup plus loin, qui cherchent à dire retirons aux États et aux banques centrales tout pouvoir de création monétaire. Ce sont des mouvements généralement qui peuvent être très anarchistes, si vous voulez, en disant la monnaie c'est quelque chose de très très important, donc il ne faut absolument pas que les États ou des banques centrales même puissent s'en occuper. Et ça va très très loin. Même derrière les mouvements citoyens, il y a des discussions qui peuvent aller jusque-là. Je crois que la vraie solution, c'est celle qu'on a connue pendant les 30 Glorieuses, par exemple, où les États ont une souveraineté monétaire, qu'on leur reconnaît, et donc ils mettent sous contrôle l'ensemble du système de crédit, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est les banques centrales indépendantes des États qui ont normalement cette mission. Mais on le voit bien, en cas de crise, ça peut déraper, on peut avoir des bulles comme elles se forment actuellement. Et donc, je crois que la vraie solution, c'est, si on croit encore à la politique et au rôle des États, si on croit encore au rôle du collectif, c'est que les États reprennent la main en grande partie sur ces questions. Alors, je pourrais aller plus loin, évidemment, dans cette direction, mais j'ai d'autres questions à aborder. Alors, ensuite, j'aborde la question des créanciers grecs, FMI, Troïka, etc. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le quartier général de l'oligopole, et notamment cet institut qui s'appelle l'Institut de finance internationale. Dans mon ouvrage, je ne cherche pas à susciter des ricanements, s'il vous plaît. C'est un ouvrage qui se vend très bien, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous allez en acheter que je serai très content. Dans cet ouvrage, je décris le quartier général, c'est-à-dire les 4 grands organismes à travers lesquels l'oligopole se coordonne. Et il y en a un qui est particulièrement important, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'IFI, l'Institut de finance internationale. Dans l'IFI, les banques, et notamment donc les plus grandes, qui contrôlent évidemment la gouvernance de l'IFI, ces banques ont organisé plusieurs comités. Et jusqu'à l'époque très récente, il y avait un comité grec. Vous voyez ? Comité grec, où les grandes banques discutaient de la situation grecque, mais plus que discutaient. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je réponds en même temps à la question. Ce comité de l'IFI a participé à toutes les discussions depuis 2009-2010, jusqu'en 2012 et même 2013, toutes les discussions avec la Troïka vis-à-vis du gouvernement grec. C'est-à-dire que quand le gouvernement grec discutait avec la Troïka, c'est-à-dire FMI, Banque centrale européenne, Commission européenne, il y avait un représentant de l'IFI, de ce comité grec, qui représentait évidemment les intérêts des plus grandes banques. C'est tout à fait clair. Et notamment, ça a joué en 2012 lorsqu'on a eu une première petite restructuration de la dette grecque. Voilà. Et alors, je pourrais rentrer davantage dans les détails. Alors, si on me laisse 2 minutes de plus,
je continue pour aller dans ce sens-là, parce que c'est des questions tellement importantes qui risquent de se reposer très vite. J'ai dit qu'il y avait 4 organisations du quartier général. Il y en a une seconde qui s'appelle l'ISDA. L'ISDA, c'est l'organisme qui est chargé de savoir si, en cas de défaut de paiement d'un État, vous voyez ce que je veux dire, un défaut de paiement d'un État, ça doit vous dire quelque chose en ce moment, on doit déclencher certains produits dérivés qui, normalement, jouent leur rôle en cas de défaut de paiement. Ce sont des produits dérivés très particuliers, qu'on appelle des CDS, les Credit Default Swap. Ce sont des produits d'assurance, comme tout produit dérivé, produit de couverture de risque. Quel risque ? Ah ben justement, si un État fait défaut, moi qui suis détenteur d'une créance, je veux pouvoir être remboursé à ce moment-là. Voyez ? Si j'ai des obligations grecques, l'État grec fait défaut, alors j'ai pris une assurance, donc je suis remboursé. Donc il y a les banques qui créent ces produits dérivés. Ils coûtent assez cher en ce moment, hein. Vous pouvez comprendre pourquoi. Et donc l'ISDA, qui est contrôlée par les plus grandes banques qui créent ces produits dérivés, s'est posé la question en 2012, à propos de la restructuration de la dette grecque, de savoir si cette restructuration, c'était un défaut de paiement ou pas de la part de l'État grec. Il y a eu un problème là, à ce moment-là, et si l'ISDA disait oui, à ce moment-là, on déclenche les assurances, et les grandes banques étaient obligées de payer ceux qui avaient pris ces assurances. Pendant 3 jours, l'ISDA a réfléchi à la question. 3 jours, ils ont dû faire pas mal de nœuds parce que l'ISDA est contrôlée justement par les plus grandes banques qui font ces produits. Et donc c'était ces grandes banques qui allaient payer, en quelque sorte. Et donc au bout de 3 jours, ils ont dit « Ah ben non, finalement, comme cette restructuration est volontaire, il n'y a pas de défaut de paiement. Donc pas de déclenchement des CDS, de ces produits financiers dérivés. » Voilà. Donc tout ceci pour dire que les grandes banques veillent sur nous. Par rapport, en tous les cas, à la question qui était posée, qui sont les principaux créanciers ? Vous avez compris comment ça se passe. Ensuite, les paradis fiscaux et les pays en voie de développement. Vous voyez bien plusieurs remarques là, enfin rapides, hein, parce que c'est un peu un autre sujet. Vous avez bien vu que dans les banques systémiques dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y avait aucune banque de pays en voie de développement, il n'y avait qu'une banque chinoise. Hein, bon. Vous voyez bien que cette finance internationale, cette finance globalisée, elle est faite essentiellement des pays occidentaux, avec le Japon qui avait 3 banques systémiques, mais le reste, sur les 28, c'est des banques américaines ou européennes. La finance internationale, notre finance, c'est notre ennemi. Eh bien, cette finance internationale, elle est essentiellement occidentale aujourd'hui. Aucune banque brésilienne, aucune banque indienne, etc. Donc le jeu dont je suis en train de vous parler, ce jeu financier international, ce jeu entre grandes salles de marché de ces banques, se passe dans un monde relativement étroit. Je pourrais en dire longuement sur ce plan-là. Et les autres sont simplement des suiveurs, les autres banques. Et souvent, on a affaire à des filiales dans ces pays de ces grandes banques internationales. Donc, vous voyez que, d'une certaine façon, les pays en voie de développement n'entrent pas vraiment dans le jeu que je vous ai décrit jusqu'à présent. Ensuite, sur les paradis fiscaux, il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'il y a eu des avancées. Hein, on ne peut pas nier qu'il y a eu des avancées, qu'il y a eu une sorte de transparence qui s'est faite, mais il y a beaucoup de résistance de la part des banques, des plus grandes, pour l'instant, avoir appliqué les règles qui semblent se mettre en place maintenant, qui consisteraient pour elles à décrire précisément leur activité pays par pays et éventuellement paradis fiscaux par paradis fiscaux, selon évidemment la nature de ces paradis fiscaux. Alors tout ceci est en train de se mettre en place, on y verra peut-être plus clair dans les prochaines années,
Mais le lobbying est à l'œuvre là, très fortement pour limiter ce type de diffusion d'informations. Mais il y a eu des avancées, c'est incontestable. Alors ensuite, il y avait, je ne me souviens plus très bien de la question. Oui, il y avait la question de la démocratie et de la croissance. C'est une question lourde. C'est la position keynésienne qui consiste à dire, oui, la décroissance risque de, telle qu'on l'entend habituellement, risque de mal marcher avec nos pouvoirs démocratiques, à condition, encore une fois aussi, de savoir ce que sont ces pouvoirs démocratiques aujourd'hui. Quand Bernard Maris, parce que ça c'est une idée de Bernard Maris, quand il analyse Keynes, évoque ce point-là, il dit il faut de la croissance, mais évidemment c'est pas n'importe quelle croissance. Quand on sait tout le background qui est derrière la pensée de Bernard Maris, on voit bien que ce qui est en cause, ce sont évidemment les nouvelles activités liées à la croissance verte, si vous voulez, au développement durable. Bon, toutes ces nouvelles activités doivent être développées. On ne peut pas faire comme si il fallait décroître partout aujourd'hui, quels que soient les secteurs d'activité. Il y a des secteurs qui doivent être développés. C'est pour ça qu'en fait, il critique la notion de décroissance comme si c'était la clé forcément de tous nos problèmes. Quand il dit l'archétype de l'homme de demain, c'est le chercheur, et le créatif, celui qui crée, il crée de nouvelles activités. Et donc c'est de la croissance, c'est pas de la décroissance. Bon, c'est un peu... On est très dans la rhétorique, si vous voulez, dans la façon de présenter les choses. C'est évidemment... Alors, maintenant, il y a une question plus lourde, c'est où en sont nos démocraties aujourd'hui par rapport à toutes ces questions. Eh bien, moi, je défends la thèse, pas simplement dans cet ouvrage, mais dans d'autres ouvrages, que aujourd'hui, nos démocraties se portent très mal parce qu'il y a des puissances économiques et financières qui les dépassent, tout simplement. Aujourd'hui, en termes de pouvoir et d'exercice du pouvoir sur... finalement, nos activités humaines. Je défends très, très précisément l'idée, en essayant de démontrer que les États sont otages, notamment, des plus grandes banques, de cet oligopole. De quelle façon ? Eh bien, regardez les politiques économiques austéritaires qui sont aujourd'hui celles de la zone euro. Ces politiques austéritaires, elles ont comme fondement l'idée suivante. Regardez, nous dit-on, ce qui se passe depuis 40 ans. Nos finances publiques sont gérées n'importe comment. Il y a une gabegie des finances publiques. Ça suffit. Maintenant, il faut serrer les boulons. On arrive à un point où c'est plus possible. Et donc, on va résoudre nos problèmes de dette en serrant le kiki budgétairement sur toutes nos dépenses, sauf une, les intérêts de la dette. Ça, on ne peut pas y toucher. Bon. Donc ça, c'est une première version. L'autre version, c'est celle que je vous ai livrée, j'espère que vous l'avez comprise. Regardez, avant 2007, on ne parlait pas de problème de dette publique. On n'en parlait pas. Très peu. Très, très peu. Par contre, vous avez vu la courbe. Cette courbe qui monte d'un seul coup à cause de la crise financière. Le surendettement aujourd'hui qui est le nôtre est très directement lié aux effets de la crise financière. Et si on veut combattre ce surendettement, il faut combattre les causes de la crise financière. Et quelles sont les causes de la crise financière ? Je crois les avoir expliquées. Le rôle des plus grandes banques, leurs produits toxiques qui sont devenus toxiques, leurs produits dérivés qui sont toujours là et qui sont toujours en croissance. Est-ce qu'on s'attaque à cela ? Notre ennemi, c'est la finance, a-t-on dit. Quelqu'un d'autre l'a dit, je crois, aussi. Eh bien oui, c'est vrai. Et donc, nous faire croire que les politiques austéritaires vont nous sortir, nos politiques budgétaires vont nous faire sortir de la crise, c'est nous rendre otages de cet oligopole bancaire qui a été la source de la crise. C'est pour ça que nos démocraties vont mal.
Où en sont les journalistes? On peut prendre 2-3 questions? Bon, donc 3 questions. Oui. Et alors, une question. On a beaucoup parlé de la crise financière, mais un train peut en cacher un autre. En admettant qu'on s'en sorte, ce que je ne crois pas du tout, de l'orage qui est en train de tomber sur nous tout de suite. Il y a une crise énergétique. On n'en parle plus du tout. Il y a encore 3 ans, on parlait du pic du pétrole, on parlait qu'en 2020, on ne pourrait plus circuler. Enfin, alors, depuis, il y a eu les gaz de schiste qui nous disent qu'on va reculer de 20 ans. Mais enfin, dans 20 ans, est-ce qu'on roulera toujours avec du pétrole? J'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de cette crise énergétique qui est aussi une source de la crise économique énorme qui risque de venir derrière. Oui, une autre question là, devant, à droite. Et puis une 3e question qui sera là, oui. Oui, une proposition, c'est peut-être une utopie, mais j'ai cru comprendre que dans cette université, on avait droit à proposer des utopies. Donc, pourquoi l'État français, je prends l'exemple de la France, ne proposerait-il pas à ses épargnants qui détiennent 12 000 milliards d'épargne, c'est-à-dire près de 6 fois la dette, de souscrire un emprunt à un taux de 1% par exemple? Cela ferait baisser les intérêts, le service de la dette, le ferait passer de 50 millions à 10 millions, je crois. De 50 milliards, pardon, à 10 milliards, avec tous ces zéros. Merci. Et dernière question. C'est dans la famille de questions citoyens, que pouvons-nous faire? C'est une petite question de détail par rapport à la finance solidaire. Nous avons fait confiance au crédit coopératif il y a un certain nombre d'années. Et il se trouve qu'on entend dire beaucoup de choses au sujet du crédit coopératif. Donc j'aimerais savoir si on peut toujours considérer le crédit coopératif comme une banque vertueuse et vraiment solidaire. Et sinon, vers qui peut-on s'orienter? Merci. Bon, alors, je crois qu'il faut que je réponde rapidement à ces questions. Alors, excusez-moi si je suis un peu lapidaire. Crise énergétique, je crois qu'on en parle quand même encore. C'est quand même très lié à nos problèmes environnementaux. Si nous devons avoir une planète qui se réchauffe, c'est parce que nous dépensons des énergies fossiles en grande quantité, me semble-t-il. Donc, non, je crois que effectivement, on a trouvé des substituts, les gaz de schiste, etc. Et puis, le pic pétrolier a été reculé dans le temps. Mais sur le fond, la crise environnementale est toujours là, et donc la crise énergétique. Il ne me semble pas qu'on puisse dire qu'on en parle moins aujourd'hui. On a ce sommet qui nous attend au mois de décembre. Je pense qu'on va en parler beaucoup. Enfin, c'est mon sentiment. Mais bon. Ensuite, l'idée d'un emprunt français, cette idée, elle a déjà été lancée il y a quelque temps et puis mise en pratique par Nicolas Sarkozy avec le grand emprunt. 100 milliards. 100 milliards au départ, qui finalement s'est ramené à 20 milliards. Donc on est très loin des chiffres que vous proposez, bien sûr. Pourquoi pourquoi est-on passé de 100 milliards à 20 milliards? Parce qu'on pensait que les Français n'allaient pas vraiment souscrire. Voyez. Et donc, il y avait une belle ambition au départ, qui est restée, mais avec un facteur évidemment négatif, puisque ça a été ramené à 20 milliards. Donc il faut bien voir qu'on a besoin, nous, de 200 milliards par an pour financer notre dette, c'est-à-dire les intérêts et les dettes qui arrivent à échéance. 80 milliards, je l'ai dit tout à l'heure, pour les intérêts de la dette, et 120 milliards pour le roulement de la dette, les dettes qui arrivent à échéance. Je ne suis pas sûr qu'on puisse demander aux Français 200 milliards par an aujourd'hui, étant donné, justement, précisément, les politiques austéritaires qui sont les nôtres. Je sais que c'est une idée, mais admettons même, mais le problème se pose à l'Italie, se pose dans d'autres pays, dans des proportions souvent plus graves que chez nous. La dette italienne est impressionnante. Elle est près de 2300 milliards d'euros. On sait très bien que si ça doit... Si la crise grecque doit avoir des conséquences,
l'Italie et puis du reste aussi l'Espagne se trouvent tout de suite derrière. Et là, on a affaire au 3e et 4e pays européens. C'est tout à fait autre chose. Alors, dernière question, le crédit coopératif. Alors, le problème de nos banques mutualistes, on l'a bien vu avec le Crédit Agricole, c'est qu'il y a une porosité évidente avec les pratiques pures et dures du monde capitaliste. C'est-à-dire que toutes ces banques, peut-être un peu moins le Crédit Mutuel, mais bon, peut-être un peu moins, toutes ces banques ont développé des activités de marché très importantes, parce que c'est là où on peut faire des profits substantiels aujourd'hui, grâce aux activités de produits dérivés dont j'ai parlé. Il faut voir ce que sont les salles de marché de ces grandes banques dont on parle. Alors moi, j'ai visité Natixis il n'y a pas très longtemps. Alors vous savez, Natixis, c'est une filiale commune aux caisses d'épargne et aux banques populaires. Bon, on aurait pu penser quand même qu'on était dans des... je sais pas, moi, dans un domaine plutôt de solidarité et de crédit mutualiste solidaire. Non, mais je vais vous dire, le Natixis, puisque je connais, j'ai visité la salle de marché, vous savez ce que c'est que la salle de marché de Natixis? Imaginez une salle paysagée, comme on dit, 400 personnes, tout le monde se voit, 6 écrans devant chaque personne, sur maintenant 5 étages. 5 fois 400, 2000 personnes. C'est la petite salle de marché de Natixis. C'était à l'époque la 4e banque française. BNP Paribas, c'est le double. Ce sont ces grandes salles de marché qui communiquent entre elles, qui font ce qu'on appelle les marchés financiers. Or, il se trouve que le Crédit coopératif et d'autres banques mutualistes, je pense surtout au Crédit Agricole, ont aussi des salles de marché, avec les traders, etc., etc. C'est ce que j'appelle la porosité du monde coopératif avec le monde pur et dur du capitalisme financier. Merci. Merci beaucoup. Nous allons accueillir donc les journalistes qui vont nous faire un point du jour. Et pendant qu'ils arrivent, il me semble qu'il y a 3 conclusions qu'on peut tirer. Premièrement, se tenir informé en lisant les bons journaux, par exemple La Vie. Deuxièmement, que les États reprennent la main, puisque, comme disaient certains, on ne fait pas de la politique à la corbeille. Et troisièmement, pour les citoyens, s'informer pour se trouver dans des banques qui sont le moins possible sur des paradis fiscaux. Merci. Il y a des listes qui sont publiées comme ça. Merci. Et